RCN. Le son de la différence. Les plumes sur RCN, présentées par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale puisque je laisse le micro aux élèves de Cagnes du lycée Poincaré de Nancy qui vont recevoir Gérald Tenenbaum pour ce roman Par la racine, publié chez Cohen et Cohen. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, merci de nous donner la parole. Donc aujourd'hui, comme Mona l'a dit, nous recevons comme invité Gérald Tenenbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Lorraine, mais également mathématicien et écrivain. Donc notre discussion sera principalement portée sur votre roman Par la racine, paru en 2023 aux éditions Cohen et Cohen. Et donc je me permets peut-être de faire un vaste résumé de votre livre. Ce livre parle d'un protagoniste, Samuel, qui voit sa vie bouleversée par le décès de son père et par une boîte avec les affaires de son père qui va retracer son histoire, mais aussi changer la vie de son fils et le propulser dans un périple tant spirituel que physique autour de la recherche identitaire, donc notamment par la filiation et la fine limite entre la vie et la mort. Et donc votre livre se construit sur un réel enchevêtrement du passé et du présent, et vous y faites beaucoup de références, donc à la fois littéraires et religieuses, mais surtout musicales, avec Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, ou encore Handel. Et donc, nous y reviendrons dans quelques instants. Et donc voilà, donc avant cela, j'aimerais expliquer le déroulement de l'émission, qui va s'organiser en 3 parties. Donc tout d'abord, on va parler de la matière même de votre roman, et puis ensuite de votre écriture du livre, et enfin plus globalement sur votre relation à l'écriture en général. Mais donc avant cela, nous allons passer la musique de Handel. Et donc
Donc voilà, nous venons d'écouter un extrait assez long de la première musique que vous évoquez dans votre livre. Et donc je l'ai dit, plutôt votre roman laisse planer un certain mystère, tant dans les références que dans la trame, entraînant dans un univers très singulier et dans la profondeur des personnages. Et donc je laisse la parole à Léa pour la première question. Votre roman est parsemé de références à la musique classique. Joue-t-elle un rôle que vous qualifieriez de structurant dans l'histoire ? Alors tout à fait. Avant de répondre, je voudrais remercier Mona de nous accueillir et Muriel Kless, votre professeur, qui a eu l'idée de ces émissions avec ses élèves. Je trouve une excellente initiative et ça me fait particulièrement plaisir d'être parmi vous. Alors, pour revenir à la musique classique, effectivement, ce livre traite, d'une certaine façon, du deuil, hein, le deuil d'un fils qui a perdu son père et un père avec lequel les relations n'ont pas toujours été simples et n'ont pas toujours été limpides. Et il y a un domaine dans lequel finalement ils ont pu échanger et dans lequel il y a eu une transmission qui est la musique, qui était le domaine d'excellence, de prédilection de Baruch. Et donc Baruch le père. Donc le deuil, on dit traditionnellement que un deuil ça dure 1 an. Le livre d'ailleurs parcourt une année, l'année du deuil. Et au fur et à mesure de ces évocations musicales, s'instaure une sorte de conversation posthume entre Samuel et son père. Et cette conversation, ce dialogue, finalement s'inscrit dans une forme de dialectique. C'est-à-dire que au départ, ce sont les opinions relativement tranchée et savante de Baruch qui s'impose, mais au fur et à mesure que le roman progresse, Samuel trouve ses propres notations sur les œuvres musicales et il finit même d'une certaine manière par contester l'opinion de son père disparu. Donc j'ai trouvé ce moyen, parce que finalement un deuil c'est toujours une conversation, c'est toujours une conversation avec un disparu, et là la conversation elle se place dans le champ de la musique qui était le champ de prédilection de Baruch. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. La question de Daphné maintenant s'attache plutôt à ce qui vous tient à cœur lorsque vous écrivez. On reviendra plus tard sur cette question du deuil et de la transmission. Oui, pour poursuivre vers une question plus générale, je me demandais simplement comment vous est venue l'idée du roman. Alors l'idée du roman, disons que dans mes textes, j'explore les thèmes qui me sont chers et que j'ai explorés d'un livre à l'autre. Ce sont toujours les thèmes de la perte, du vide, de l'absence. Et particulièrement la place des morts parmi les vivants, la place que nous, vivants, réservons aux morts, et la justice qui est due aux morts. Alors j'ai eu l'idée finalement de mêler l'histoire d'un deuil à un mythe, je pense qu'on y reviendra plus tard, de la mythologie juive. Et donc ce mythe qui place la justice due aux morts au centre, finalement donne une sorte de contestation de la mort et permet, je dirais, de remplir le vide, parce que quand on converse avec un mort, il est présent, et de nourrir l'absence. D'accord. On voit également dans votre livre des époques différentes, des sauts dans le temps aussi qui permettent des révélations, notamment dans le chapitre 8, 39 années plus tôt. Et pourtant, vous laissez tout de même un flou. Toi, Louise. Oui, en effet, je me demandais pourquoi en fait on n'a pas de date explicite. En fait, on n'a pas une année qui va être citée.
dans le roman? Alors c'est une question très intéressante et effectivement ce sont des choix qui ont présidé à l'écriture du livre. Les dates, ce sont des repères. Alors notre calendrier, voilà, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et tous les calendriers se placent par rapport à un point repère. Mon idée dans ce livre, parce que finalement l'événement fondateur c'est la mort du père, c'est le décès, et donc le point focal, le point qui est le repère, alors on peut évidemment passer du père au repère, hein, mais le point essentiel, donc c'est le moment de la mort, et donc tout se place par rapport à cet instant-là. Donc on est 15 jours après, 39 années plus tôt, 1 an plus tard, etc. Mais on se repère par rapport à ce point fixe. Et donc c'est une manière de dire que toute l'histoire tourne autour de cet événement fondamental que le personnage principal, Samuel, doit apprendre à penser. En parlant de chronologie, vous évoquiez beaucoup le temps qui passe et la croissance des choses, notamment par la métaphore des plantes qui poussent parfois dans le mauvais sens. Et donc, à toi, Pauline. Oui, alors en fait, moi je me demandais, quand vous avez écrit votre roman, si vous l'avez commencé donc par la racine ou si vous avez fait tout à l'envers comme Baruch. Alors pourquoi est-ce que vous pensez que Baruch a fait tout à l'envers ? C'était une citation qui est apparue dans votre ouvrage. Ah bon, que je trouvais intéressante. D'accord. Et donc de faire l'analogie entre la racine donc, qui pousse du sol ou justement faire tout à l'envers en fonction de... Alors c'est vrai qu'on a un monde qui est sans dessus-dessous et donc j'avais eu cette idée d'imaginer que les plantes finalement refusent d'aller vers la lumière et s'enfouissent dans le sol pour ne pas voir le marasme dans lequel notre monde est tombé. Cela dit, dans l'écriture du livre, alors même si effectivement il y a des allers-retours dans le temps et si le livre n'est pas du tout construit de manière linéaire, dans le processus d'écriture, moi j'aime toujours écrire dans l'ordre, j'aime écrire les chapitres dans l'ordre dans lequel ils seront lus, de manière à maîtriser ce que le lecteur pourra ressentir. Il m'est arrivé d'écrire le dernier chapitre au début pour savoir exactement où je voulais arriver, mais en général, je préfère écrire dans l'ordre, même si cet ordre n'est pas chronologique. D'accord. On en a parlé précédemment également, mais il y a dans votre livre beaucoup de références au judaïsme du fait de l'origine de Baruch, le père de Samuel. Et donc vous faites de nombreuses fois intervenir des traditions, des lieux ou des croyances, toujours en les expliquant d'ailleurs. Et une référence de la mythologie juive a particulièrement retenu notre attention. Qu'est-ce que le Dibouk et quelle est sa place dans le roman ? Alors, le Dibouk, c'est une grande histoire. Le Dibouk, c'est un mythe, et ça vient d'un mot hébreu qui veut dire attachement. Donc, c'est une situation qui survient quand l'âme d'un mort, à la suite d'une mauvaise action, donc c'est une figure négative, maléfique, vient s'attacher à un vivant et il reste attaché pour l'éternité. Un autre thème qui m'a toujours intéressé dans la littérature, c'est le thème du double. J'ai traité plusieurs fois, de manière différente, le thème du double. Et il se trouve que le Dibouk lui-même a un double dans la Kabbale, qui est l'Ibur. Et d'ailleurs, on peut ce double, même dans les mots, Dibouk c'est D, ensuite I de B, Ibur I de B, même I de BU, hein, je veux dire.
Et ce double est un double bénéfique. Alors, pour le coup, il survient quand l'âme d'un mort a quelque chose à terminer. C'est une imprégnation, mais une imprégnation douce qui se fait souvent avec l'accord de l'être humain vivant qui va accueillir cette âme et qui est une imprégnation temporaire. Donc le D-Book, il y a ces deux aspects, et j'ai eu l'idée de dire finalement cet accompagnement de ce temps du deuil va être réalisé avec l'accompagnement non pas d'un D-Book qui est maléfique, mais d'un Nibur qui va accompagner Samuel au fur et à mesure de son deuil et de son périple pour le conduire vers finalement une situation dans laquelle il va trouver une forme de bonheur. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc je vais laisser le micro à Clémentine pour la suite de l'émission. Mais avant cela, une courte pause musicale et dans 150 ans de Raphaël. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, de tous ces marchands d'armes, qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers et cette pluie qui coule, et de l'amour blessé et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Et dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseur qui descend la colombe, de ce que t'étais belle et des rives arrachées, des années sans sommeil, 100 millions d'affamés, des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer, de la cour solennelle qui condamne sans scier. Alors souris. Dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues, finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers, et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que deux. J'en mettrai bien ma main à couper au feu. Alors souris. Et dans 150 ans, mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix. Dans ce bal déclassé, encore je vois large. Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage. Mais y a rien d'autre à dire, et veut rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais y a rien d'autre à dire, je veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais que veux-tu ? Et nous revoilà dans l'émission Les Plumes sur Radio RCN pour présenter le livre Par la racine avec son auteur Gerald Tenenbaum, livre présent dans l'édition Cohen & Cohen. Et dans cette partie, nous aimerions un peu plus parler de votre lien avec ce roman et de votre écriture. Et tout d'abord, une première question. Vous parlez d'un côté de l'implicite dans la relation entre Samuel et son père Baruch, et d'un autre côté, vous faites une liste assez exhaustive des effets personnels de Baruch dans une boîte. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que c'est pour vous, les relations humaines, ouvrir une boîte pleine de reliques ?
Alors pour moi, les relations humaines, ça se passe dans la vie, bien sûr, et pas dans les boîtes. On terminera peut-être tous un jour dans une boîte, mais en tout cas, c'est évidemment la vie qui est importante. Cela dit, il nous arrive à tous de perdre des êtres chers, et lorsque ces personnes disparaissent, eh bien, on a envie de trouver des traces, on a envie de trouver des messages et peut-être de réinterpréter la relation qu'on a eue avec eux. Ça permet aux vivants de revenir sur la relation, et je dirais que le vivant devient comme ça un revenant. D'accord. Mais est-ce que vous pensez aussi que dans la vie, c'est peut-être pas des reliques, mais on a toujours, pareil dans la vie, ces petits morceaux qui viennent comme ça? Alors il y a des objets qui comptent, effectivement, il y a des objets qu'on s'offre les uns les autres, il y a des objets qui sont des souvenirs, il y a des objets qui sont des symboles, et on a tous des symboles, on peut porter quelque chose sur soi, on peut offrir quelque chose à quelqu'un d'autre, et je crois que ces objets nous permettent de penser, justement, de penser les relations qu'on a les uns avec les autres, et aussi de se penser soi-même. Très bien. Alors maintenant une question un peu plus personnelle. Eddy va la poser. Oui, alors ma question elle porte sur la relation entre votre vie et votre métier d'écrivain. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie privée ou familiale où vous vous dites ce moment-là, j'aimerais bien le mettre dans un livre, le poser, ou au contraire, vous mettez des barrières, vous préférez mettre des barrières entre votre vie privée et votre métier d'écrivain? Alors c'est une question qui est très intéressante, parce qu'aujourd'hui, la littérature française, plus d'ailleurs que la littérature francophone, je dirais, est vampirisée par l'autofiction, par l'exofiction, par le réel. On a un peu délaissé l'imaginaire. Il faut absolument que toute histoire soit tirée d'une histoire vraie, ou soit une histoire vraie. Moi, je plaide pour l'imaginaire, je plaide pour la construction, je plaide pour la transposition. Je pense que on ne peut bien parler des choses qu'en les transposant. On dit toujours, par exemple, que l'humour juif, c'est se regarder soi-même passer dans la rue, se moquer de soi-même depuis le balcon, alors qu'on se regarde en train de passer dans la rue. Et donc, j'essaye. Bien sûr que on n'écrit pas en oubliant sa propre expérience, ses propres émotions, sa propre histoire. Mais je dirais que c'est le matériau avec lequel je travaille et que je façonne et que je pétris pour en faire autre chose. Donc je suis un peu comment dire, je me place un peu en opposition avec ce mouvement actuel qui veut que la littérature soit accrochée au sol et avec des semelles de plomb. Très bien. Alors, Gérald Tenenbaum, vous êtes également mathématicien, et à ce sujet, Léa a une question à vous poser. Je vais m'appuyer sur le début du chapitre 11 de votre livre. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir, énonçait Saint-Exupéry comme un théorème sur la nature humaine. Sur la terre des hommes ou dans leur ciel, il y a, c'est l'évidence, des théorèmes qui ne nécessitent pas de démonstration. Il y a des chemins que l'on suit sans l'avoir décidé. Et c'est bien ainsi. J'ai pu relever donc au cours de ma lecture certaines occurrences de termes renvoyant aux mathématiques. Est-ce que de façon plus générale, vous cherchez à allier littérature et mathématiques d'une manière ou d'une autre ? Alors, allier, sans doute pas. Je crois que ce sont deux fonctionnements de l'esprit qui sont parallèles, quelquefois même qui vont en sens inverse.
Pour moi, finalement, de pratiquer les deux, c'est une manière de marcher sur deux jambes. Cela dit, dans le fonctionnement rationnel nécessite des preuves. Le fonctionnement, la poésie, l'émotion nécessite des traces, des évidences. On ressent quelque chose, on n'a pas besoin de démontrer qu'on le ressent, on le ressent. Donc, dans un de mes livres, j'avais cité en exergue une phrase de René Char, le poète doit laisser des traces, non des preuves, seules les traces font rêver. Et donc, ce que j'avais envie d'écrire dans le paragraphe que vous venez de lire, c'est justement qu'il y a que les sentiments s'imposent d'eux-mêmes et n'ont pas besoin de démonstration. Et que lorsque on ressent quelque chose, lorsqu'on a envie d'aller vers quelqu'un ou au contraire de s'en déprendre, de s'en départir, eh bien, ce sont des mouvements de l'âme qui ne sont pas dans le fonctionnement rationnel, et donc qui n'ont pas besoin justement de passer par la démonstration. Très bien, merci. Alors maintenant, petite question un peu plus intime par rapport à votre livre. Louise, vas-y. Moi, je voulais savoir si vous aviez un personnage préféré ou que vous appréciez particulièrement. Alors, oui, un personnage préféré. Écoutez, je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de nombreuses années, il y a eu à Nancy les assises de la science-fiction. Et dans ces assises de la science-fiction, il y a un écrivain que j'aimais beaucoup, aujourd'hui disparu, qui s'appelait Michel Jury, et qui était un représentant de la science-fiction française à une époque où cette science-fiction était florissante. Et il a fait une conférence qui s'appelait « Le laboureur et les étoiles ». Et il a expliqué qu'il quittait la science-fiction pour écrire des romans de terroir. Et que la raison pour laquelle il quittait ce domaine, c'est qu'il ne parvenait plus à aimer ses personnages. Et donc il avait besoin, pour écrire, il avait besoin d'aimer ses personnages. Et je dirais que pour moi c'est un petit peu la même chose. J'aime tous mes personnages. Je n'ai pas de personnage préféré parce que c'est l'ensemble des personnages qui constituent la matière et la structure du roman. Chacun a sa place dans l'économie du roman. Il y a les personnages. Je n'arrive pas, livre après livre, je n'arrive pas à avoir des personnages complètement négatifs. Il peut y avoir des personnages qui au départ font des choses pas très recommandables, mais finalement j'ai toujours envie de les rattraper. Cela dit, il y a des personnages qui sont prévus dès le départ, avec une place qui leur est attribuée dans le roman, qui va être une place qui est réservée. Et puis il y a des personnages que je dirais surgissants. C'est-à-dire des personnages qui, au départ, avaient une place ténue, enfin une place qui était prévue uniquement, pour aider, hein, et puis qui prennent petit à petit plus de place. Alors ceux-là, oui, ce sont des personnages que finalement j'aime plus que prévu, je dirais. Merci. Et enfin, une dernière question pour Marius. Oui, pour rejoindre un peu ce dont on a déjà pu parler, on peut relever page 92 de votre roman, la phrase suivante. Il est venu pour inventer une vie à Luce, et c'est la sienne qui fait surface. Alors, on peut se demander donc si, vous, par la fiction, une partie de votre vie a-t-elle aussi pu faire surface dans ce roman ? Alors, non, je pense pas qu'elle fasse surface. Je dirais qu'elle est plutôt à la racine, c'est-à-dire qu'elle est plutôt à la base. C'est avec cette matière que je vais fabriquer le livre, mais ce ne sont pas des événements de ma vie. Alors oui, il peut arriver qu'au cours de l'écriture, par exemple, un souvenir qu'on croyait enfoui fasse surface. C'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver.
raconter, mais je dirais que ma vie propre, elle est plutôt en dessous, plutôt que venir affleurer. Il y a des gens, alors particulièrement, on en parlait tout à l'heure, ceux qui pratiquent l'autofiction, pour laquelle l'écriture est une thérapie. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, l'écriture, c'est une construction. J'ai envie de faire quelque chose de beau. J'ai envie d'élaborer un texte avec des résonances, avec des connotations, avec un équilibre général. Et ce n'est pas ma vie propre ne vient pas interférer avec ça. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Tout de suite, je vais passer la parole à ma camarade Lys, mais avant ça, une petite pause musicale avec L'exil de Laurie Darmon. De quel Orient nous parle-t-elle, la jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie? Elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elles se rendaient. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle quand elle évoque ses grossesses? 4 bambins providentiels, élevés presque à l'aveuglette. Ses yeux bleu vert n'ont pas encore quitté l'Égypte de sa vie. C'est à jamais la bague d'or, la paix dont elle se nourrit. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit que poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle, la jolie dame au souvenir, qui a dû pardonner au ciel, de la forcer à reconstruire loin sur un autre continent les rituels qu'on met des années à adopter, oui, mais pourtant ce fut le prix de sa liberté. Les photos ont vieilli, le noir et blanc s'épuise, mais son air oriental est demeuré intact. Je la regarde si belle, petite et mystérieuse. Elle est la mère de ma mère, elle est mon enfance heureuse. Son accent comme un cri témoigne au temps qui passe qu'aucun de ses vestiges ne quittera son âme. Sa nostalgie m'enseigne qu'il n'est pas une frontière, l'exil. Nous sommes toujours sur Radio RCN avec Gérald Tenenbaum qui vient nous parler de son livre Par la racine aux éditions Cohen et Cohen. Donc nous allons dans cette troisième partie davantage parler de votre façon d'écrire
et de votre façon d'écrire sur le livre. Tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous avez déjà l'idée de la structure complète du roman avant de l'écrire, ou est-ce que vous êtes inspiré et découvrez le roman au fil de l'écriture ? Alors ça, c'est une grande question. Il y a les écrivains, disons que sont partagés. Certains ont besoin d'avoir la structure complète, les moindres détails avant d'écrire la première ligne. Et puis d'autres se laissent aller en disant, bon voilà, j'ai une situation de départ, j'écris la première phrase et puis je me laisse guider. Et je me souviens d'une interview de Romain Gary expliquant qu'il avait expérimenté les deux voies. Et il ajoutait à la fin que finalement, les romans dans lesquels il n'avait pas tout prévu au départ et dans lesquels il s'était laissé aller n'étaient pas les plus mauvais. Alors dans mon cas, je dirais que j'aime bien savoir où je vais tout de même. J'aime bien travailler la fin parce que je trouve que il y a dans la littérature, comme d'ailleurs dans le cinéma, il y a beaucoup de bons débuts et il n'y a pas beaucoup de bonnes fins. Et la fin, c'est ce avec quoi le lecteur va repartir, c'est à cela qu'il va repenser quand il repensera au livre. Et donc j'aime bien que la fin soit signifiante. Cela dit, il peut tout à fait se faire, et ça s'est fait d'ailleurs dans ce roman-là, que certaines péripéties soient modifiées par rapport à mon plan de départ au fur et à mesure de l'écriture. Il m'est arrivé, dans un autre roman, par exemple, où j'avais traité une histoire de vengeance, et j'avais prévu au départ une vengeance violente. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, je me disais, non, mon personnage ne peut pas exercer de violence, ce n'est pas elle, c'était un personnage féminin, et c'était pas possible. Et donc, j'ai été un petit peu... j'ai dû m'arrêter et puis réécrire, repenser la concrétisation de cette vengeance pour qu'elle soit non violente. Donc il peut arriver au fur et à mesure de l'écriture, disons que je bifurque, mais toujours par rapport à un canevas préétabli, parce que même si on fait un pas de côté, on a besoin de savoir à côté de quoi on fait ce pas. Très bien. Nous allons avoir une deuxième question, donc aussi sur la manière d'écrire avec Amélie. Oui, donc aujourd'hui on parle de votre roman Par la racine, mais ce n'est pas votre premier. Et on voulait savoir comment se déroule l'écriture d'un roman, s'il y a des habitudes qui se mettent en place, un processus bien spécifique ou voilà. Alors, là, il y a d'abord, avant l'écriture d'un roman, il y a la documentation. Et la documentation, ça peut être extrêmement long en fonction disons qu'un roman, c'est une histoire qui va se placer dans un contexte. Et la documentation, elle va étayer ce contexte, elle va lui donner de la chair. Et ça peut être très important, et ça peut être, je dirais qu'au fur et à mesure de mon travail d'écriture, la documentation a pris de plus en plus de place. Je me souviens d'un livre que j'avais écrit, donc L'affinité des traces, qui se passait dans le Sahara, chez les Touaregs, et j'ai passé 18 mois de travail de documentation avant d'écrire la première ligne. Donc là, il y a déjà ce premier processus. Après, il y a l'envie d'écrire, le choix d'un sujet. Et là, il y a toujours un peu d'appréhension, il y a toujours un peu de peur, parce qu'une fois qu'on a choisi, on ne peut plus choisir. Voilà. Donc, et c'est donc savoir, comment dire, trouver la voie dans laquelle le roman va s'écrire et va se développer, c'est toujours un moment un peu difficile pour moi. Ensuite, une fois que la documentation est faite et que l'écriture, disons que le choix du thème est trouvé,
là, il y a un moment de bonheur, en fait, un moment de plaisir. Ma femme me dit toujours que quand elle revient le soir à la maison, et elle sait si j'ai fait des maths ou de la littérature, parce que quand j'ai fait de la littérature, j'ai le sourire, je suis heureux, alors que quand je fais des maths, je souffre, en fait, parce que les mathématiques, elles sont très exigeantes. Je veux dire, en littérature, si une situation vous convient pas tout à fait, vous pouvez la changer. En mathématiques, si c'est juste, c'est juste, et si c'est faux, c'est faux. Hein, je veux dire, on peut rien faire. Donc il y a tout ce processus. Après, il y a toutes les résonances à mettre en place dans un livre, et ça, c'est très important de le prévoir dès le départ. Hein. C'est-à-dire que il peut y avoir une révélation qui va être amenée aux 2/3 ou aux 3/4 d'un livre, mais qui doit être pour laquelle il faut mettre en place des signes avant-coureurs qui eux doivent apparaître dès le début. Donc tout ça, c'est un travail de dosage, d'équilibre, je dirais presque quelquefois d'équilibriste, qui nécessite, disons, du soin, hein, qui nécessite une grande attention. Très bien. On va avoir une autre question, davantage sur vos inspirations avec Flavie. Oui, alors je voulais savoir quelles ont été vos inspirations pour l'écriture de ce roman, peut-être des inspirations littéraires ou artistiques, ou peut-être même de la vie de tous les jours. Alors, disons qu'il y a des inspirations thématiques, et puis il y a des influences littéraires. Hein. Donc ça, ce sont deux choses différentes. Du point de vue thématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me place pas dans le réel, mais en même temps, j'ai envie toujours d'explorer des situations psychologiques, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des personnages peuvent être blessés par la grande histoire ou pour d'autres raisons, et comment ils vont élaborer des stratégies individuelles pour penser ces blessures, penser avec un E, penser avec un A, les deux, et puis comment la force de leurs sentiments va leur permettre de les dépasser et finalement de trouver une forme d'apaisement. Il y a toujours aussi dans mes livres, je pense, une place au collectif. C'est-à-dire que ce ne sont pas des parcours individuels, ce sont des parcours... les personnages, même s'ils sont blessés, ne sont pas seuls. Et la solidarité, l'entraide font vraiment partie des valeurs positives que j'ai envie de défendre dans un livre, alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, au contraire, d'individualisme et puis souvent aussi de méchanceté. Alors après, il y a des influences littéraires. Bon, ça c'est sûr que on n'écrit pas tout seul, on est nourri des lectures qu'on a faites. Moi, je suis entré en littérature par la porte de la poésie. Et d'ailleurs, on trouve encore dans mes livres des rimes, des assonances, on trouve la trace de la poésie. En particulier, je n'hésite pas à utiliser des répétitions, ce qu'on dit que c'est mal vu, hein, les répétitions en littérature, mais quand la répétition induit un changement de sens ou une résonance, ça peut être extrêmement riche. Alors donc, j'ai
j'ai été nourri par la poésie, les poètes dits maudits, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, et puis Francis Ponge, et d'autres. Et ensuite, du côté romanesque, j'ai été très influencé par Kundera, par exemple, et par Modiano, voilà, pour citer deux écrivains, disons, récents. Voilà. Merci. Vous avez parlé donc de toutes vos influences et que vous étiez entré par la poésie. J'aimerais savoir depuis combien de temps vous écrivez des histoires. Alors, je pourrais dire que d'une certaine manière, j'écris depuis toujours. J'écris depuis que je sais écrire. Hein. C'est-à-dire, 6 ans, 7 ans, j'ai toujours eu envie d'écrire. Bon. Ensuite, il se trouve que dans mon parcours personnel, il y a eu un accident de santé, qui m'a fait basculer d'une vocation purement littéraire vers les mathématiques, vers la science, parce que, ayant frôlé la mort à l'époque de l'adolescence, j'ai eu envie de laisser une trace, et bizarrement, je me suis dit qu'il serait plus facile de laisser une trace une trace intangible dans les mathématiques ou dans la science que dans la littérature. J'avais un peu l'impression que la littérature s'efface, ou la poésie s'efface plus vite. Donc il y a eu cette traversée qu'on peut appeler peut-être du désert littéraire, qui est pendant très longtemps, je rêvais d'écrire, mais je n'écrivais pas, je faisais des mathématiques. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré un ami qui était cinéaste, on a commencé à écrire des scénarios de courts et de longs métrages, et puis quand j'ai vu à quel point c'était difficile de monter un film, comme il fallait trouver beaucoup d'argent et convaincre énormément de personnes, je me suis dit que au moins, quand on écrit des nouvelles ou un roman, eh bien, on peut aller jusqu'au bout, personne ne vous empêchera d'aller jusqu'au bout. Après, la question de la publication est autre chose. Oui, disons que j'écris depuis toujours, mais pas toujours de manière effective. J'ai eu toute une période où j'écrivais de manière, je dirais, virtuelle. D'accord, merci. On va avoir une question suivante avec Agathe qui va lire un extrait, je crois. Oui, je vais m'appuyer sur quelques mots de Samuel au début du chapitre 2 qui me permettent de vous poser une question plus générale. Il dit « Écrire, c'est incontournable, peu importe le contexte ou le client. La vie des autres, celle qu'ils ont rêvée, celle qu'ils ont ratée, celle qu'ils espèrent encore. » Donc je me pose la question de savoir si vous partagez son avis et si oui, quelle place donnez-vous à l'écriture ? Alors, écrire, c'est incontournable, certainement. Hein. C'est vrai que, moi, je viens d'une famille où la bibliothèque familiale, c'était quelque chose de sacré. C'était les écrivains, les auteurs, les livres étaient particulièrement appréciés. Et donc... après, l'écriture, c'est aussi un moyen de fixer l'émotion, comme un fossile peut être fixé dans l'ambre. Donc il est là, il parcourt le temps des milliers d'années, et puis quand vous avez écrit un paragraphe sous le coup d'une émotion, vous pouvez avoir oublié cette émotion, mais quand vous relisez le paragraphe, elle revient intacte. Donc ça, c'est une des magies de l'écriture qui, pour moi, justifie justifie le geste d'écrire. Voilà. Très bien. On va avoir une autre question qui... Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure la publication, et donc Théophile a une question à propos. Donc, Monsieur Tenenbaum, dans le chapitre 3, à Rebroustan, une éditrice, donc Madame Guesquière, fait remarquer à Samuel la difficulté pour un auteur inconnu de faire publier son premier roman. Et c'est d'où ma question, comment cela s'est passé pour l'édition de votre première œuvre ?
Alors en fait, quand vous me dites ça, moi j'ai envie de parler en fait du deuxième roman, et pas tout à fait du premier, parce que le premier, ça s'est mal passé. Et bon, donc j'ai eu des relations difficiles avec un éditeur qui a fait des corrections dans mon texte, alors que je les avais pas acceptées. Et donc, je me suis retrouvé, après ce premier roman publié, dans des mauvaises conditions, je me suis retrouvé dans une situation, je dirais, d'une forme de rage. J'avais envie d'écrire et je ne voulais plus faire de concessions sur l'écriture. Donc, j'ai écrit ce premier roman qui s'appelait Le Geste, et qui était vraiment de ma part, oui, un geste. Et puis bon, et donc j'étais persuadé que ça serait extrêmement difficile de publier ce livre parce que justement il était écrit, alors bon, c'est Le Geste et en même temps c'était La Geste, il y avait toutes des réminiscences des chansons de geste médiévales, et le livre est quasiment à moitié écrit en octosyllabes. Enfin bon, c'était il y a des scènes qu'on retrouve des scènes de cycles arthuriens, des choses comme ça. Et puis finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. Bon, je ne dirais pas que ça a été facile, mais pendant quelque temps, j'ai envoyé le livre, et puis il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai eu 3 propositions de publication quasiment simultanées, et puis j'ai donné ma préférence aux éditions Héloïse d'Ormesson à l'époque. Voilà. Très bien, on va avoir une des dernières questions, davantage sur l'écriture avec Flavie. Oui, alors donc je vais d'abord commencer par une phrase que j'aime beaucoup dans votre roman, donc Par la racine. Alors, on n'a qu'une vie, on fait de mauvais choix, parfois même on n'en fait pas, ce sont les autres qui les font pour vous, et on ne vit pas celle qu'on aurait voulu vivre. Donc c'est Samuel qui dit cela à son père Baruch pour défendre son métier qui consiste à écrire des biographies mensongères. Mm-hmm. Et donc d'où ma question, selon vous, écrire, est-ce toujours réaliser une vie rêvée qu'on aurait délaissée ? Alors oui, alors je dirais pas que ce sont des biographies mensongères, mais des biographies fictives, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça donne, les biographies que Samuel écrit, ce sont des suppléments de vie qu'il va offrir à ceux pour lesquels il écrit. Donc, oui, c'est écrire rêver des vies dans un roman, un roman rêve toujours des vies, pas forcément la mienne. Je ne me réalise pas je me transpose pas, je ne m'identifie pas aux héros de mes livres, mais je construis effectivement des vies. Et ces vies, j'ai toujours le souhait qu'elles soient un peu plus que les vies qu'on vit. C'est-à-dire que je pense qu'un personnage de roman, il doit nous servir de repère, de balise, et donc j'ai envie de le placer toujours un étage au-dessus de l'étage auquel nous évoluons. Je pense que un roman doit toujours comporter une part d'utopie, justement une part de rêve. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette interview. Donc merci Gérald Dornenbaum d'être venu nous parler de votre livre. Et donc merci aussi à Pierre qui a été à la technique aujourd'hui. Et voilà, bonne journée. Merci à tous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. RCN, www.rcn-radio.org